Je suis Merlin Junzo, je suis la propriétaire des établissements Cindy Fashion Paris qui comprend aujourd'hui un salon de coiffure qui reçoit hommes, femmes et enfants dans toute sa mixité, d'une boutique de vente de produits capillaires et accessoires Cindy Hair Shop où on vend vraiment des produits de qualité, des accessoires, des extensions aussi, d'une académie de la coiffure afro. Et ma mission vraiment, c'est d'aider les passionnés de la coiffure à se perfectionner, à pouvoir les accompagner à lancer leur business autour du cheveu afro et générer la barre des 10 000 euros minimum par mois. Je suis auteure du livre La notice du cheveu afro. Je suis conférencière. J'ai également créé l'association Prévention des problèmes capillaires et aide aux personnes précaires. J'ai 44 ans, je suis maman de 4 enfants. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer un peu d'où je suis partie. Ça n'a pas toujours été comme ça. De ce que je viens de vous expliquer, tout a commencé quelque part dans des difficultés. Alors, je viens de l'ouest Cameroun. Voilà, mon enfance, c'était pas toujours facile. Voilà, j'ai vécu des moments très difficiles. Très jeune, j'aidais beaucoup ma maman à pouvoir trouver des solutions pour aider la famille, ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune enfant de démarrer dans ces conditions-là. Mais pour moi, à l'époque, je me disais, bon, ben, il faut qu'on s'en sorte, hein, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on puisse manger dans la maison. Donc, quitte à donner un coup de main à maman. Maman faisait de la restauration. À l'époque, j'avais quoi? Je devais avoir 14 ans. Ouais. Elle faisait de la restauration. On portait les repas sur la tête. On partait l'accompagner au marché où elle faisait la restauration et tout. C'était vraiment des moments pas évidents. Mais on a reçu de très, très bonnes valeurs. Et ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté... à l'époque, on était à Bamendjou, pour les personnes qui connaissent Bamendjou. Je suis allée à Bafoussam, j'ai fait quelques années. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 an. Ensuite, je suis retournée à Bamendjou où j'allais à l'école. Hein. Ben, je peux vous dire ici que je n'ai pas eu de gros diplômes parce que mon papa, paix à son âme, hein, il était là, il s'occupait pas et voilà, il payait les études sans payer. Et ma dernière année d'études, c'était quoi? C'était en 6e, c'était un collège technique, hein, la SASM de Bamendjou. Peut-être il y a des personnes qui ont connu ce collège-là. J'ai même pas fait toute la 6e en fait. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire de l'agriculture avec ma mère parce qu'il fallait qu'elle fasse tout ça pour qu'on puisse joindre les deux bouts. Et vous savez, dans cette implantation, il y a des moustiques. Les moustiques m'ont bouffé la peau. Et quand je suis rentrée, mon feu papa, il m'a dit, ben, t'es allée au champ avec ta mère, avec tous ces moustiques que tu as sur la peau. Bref, je ne vais pas pouvoir te payer les études. Et c'est comme ça que j'arrête mes études. Hein. J'arrête mes études et puis je retourne avec maman. À un moment, on a même trouvé des solutions de faire bouillir des arachides pour que j'aille revendre. Et j'aime beaucoup les arachides. Je pense même que c'est par rapport à cette période-là. J'allais vendre et dites-vous que quand je rentrais de là, j'avais pratiquement mangé le 1/3 du plateau. Quand je rentrais, ma mère disait, mais toi alors? Donc on se débrouillait comme ça et par la suite, à mon jeune âge, j'avais quoi? J'avais 17 ans. Hein. J'avais 17 ans et je suis allée chez un homme. Voilà, je suis allée chez un homme, mon ex. Je suis allée chez lui. Il était à Yaoundé. J'ai quitté mon beau village. Voilà. Ses parents sont venus chez nous. Vous savez un peu comment ça se passe et tout. Et c'est comme ça que je me retrouve chez lui à Yaoundé. Je vis avec lui.
vous savez, très jeune, il y a des choses qu'on ne sait pas. On est là, on évolue. En fait, moi, j'étais déjà cette personne-là qui voyait toutes les choses différemment, qui avait une certaine vision même. J'étais un peu dans l'ignorance de cette vision-là, mais on dit qu'on voit quelque chose qui va réussir, on sait. Quand on voit quelqu'un qui va réussir, on sait. Voilà. Et puis, moi, j'étais toujours là, je voulais toujours plus. Quand je vivais avec lui, c'était très compliqué. On a fait 2 enfants. Et la vie était très difficile, précaire. Je ne m'en sortais pas. Et j'ai décidé de faire du commerce. Et à cette époque, j'ai fait quoi? Je vendais des produits capillaires et accessoires. Et j'étais là avec mes 2 enfants. Oui, avec mes 2 enfants, on allait au marché. J'avais un petit comptoir comme ça sur le marché. C'était à Yaoundé, au marché d'Elik Joie. Je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo, si elles connaissent ce marché-là, voilà. Donc parfois, je mettais le sac par terre, je faisais asseoir mes enfants. On se battait comme ça. Et j'étais toujours là. Je réfléchissais. Pour moi, ce n'était pas ma place en fait. Déjà même, j'avais une voisine tout près de moi qui me fatiguait les neurones, je peux vous dire. Elle avait une grande boutique. Et moi, à chaque fois, je regardais cette boutique-là, je disais, waouh, j'espère qu'un jour, j'aurai quelque chose comme ça. Et malgré mon petit comptoir, quand j'avais une cliente, elle avait toujours ce regard-là. Pourquoi? J'ai continué, je me suis battue, je n'ai pas arrêté. J'avais des clientes parfois que je recevais très sympas parce que j'avais cette facilité à pouvoir mieux échanger avec les gens, à dialoguer et à être ouverte en fait. Donc je rencontre une de mes clientes, on échange et tout. Elle me dit, waouh, j'ai même ma soeur qui pourrait t'aider. Hein. J'ai ma soeur qui pourrait t'aider. J'ai échangé avec elle et c'est comme ça que je décide de quitter le Cameroun. Voilà, je quitte le Cameroun très, 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 très en joie de partir. Mais je quitte le Cameroun, je laisse mes 2 petits bouts de chou. Vous savez, ça fend le cœur en fait. Ça fait mal, mais d'un côté, on se dit, si on peut partir et puis trouver des solutions pour ces enfants-là, ce sera une bonne chose. Donc c'est comme ça que je les laisse. Hein. Franchement, c'était difficile. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Tu ne risques rien à rien. Voilà, le goût du risque, quoi. Oui. C'est comme ça que je pars, je quitte le Cameroun. Je me retrouve en France en 2005. Waouh! Là, c'était un autre nouveau départ, comme on dit souvent. C'est un autre nouveau départ. Les enfants sont restés retournés chez ma mère, à qui je rends un très grand hommage aujourd'hui. Elle a été là pour eux et puis je ne cesserai jamais de lui dire merci pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce qu'elle a apporté à ces enfants-là. J'arrive en France. Je ne savais même pas tenir un peigne, mesdames. Moi, parfois, on va dire, on est cette petite fille-là qui sait tresser les gens au quartier. Non, ce n'était pas du tout mon cas. J'arrive en France, je ne sais pas tresser, je ne sais rien faire. Quand je dis je ne sais rien faire, quand même, j'ai certaines connaissances, comme la vente. Je vendais déjà des produits. Voilà, donc je me dis qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence à travailler dans un hôtel parce qu'il fallait bien que je m'en sorte. Vous savez, quand on arrive dans ce pays, c'est pas du tout facile. Il faut trouver des solutions, il faut se nourrir. On a des enfants qu'on a laissés, on a une famille, on a envie de construire son patrimoine. Et la dame chez qui j'étais, elle m'a trouvé des solutions pour que je travaille dans un hôtel. Je commence à travailler là-bas. Waouh! J'ai une gouvernante qui me dit mais madame, vous êtes jeune. J'avais 25 ans à l'époque. Hein. Pourquoi vous ne pourriez pas trouver une formation? Vous pourriez vous former et trouver autre chose, changer votre vie. Et
Puis je me dis, ben, la formation là, il faut déjà que je m'en sorte, quoi. Je continue de travailler là-bas et vous savez, quand on arrive ici, c'est pas toujours évident. Les personnes chez qui on habite, parfois c'est très compliqué, mais parfois sur le coup, on ne comprend pas. C'est des années plus tard qu'on se dit, ah, elle-même, elle vivait ces situations et tout. J'ai été mise à la porte. J'ai dormi dans les escaliers. Voilà. Et quand je partais du Cameroun, j'avais également une connaissance qui avait un salon de coiffure. Et quand je dors dans les escaliers comme ça, je la rencontre. Elle me dit, mais Merline, pourquoi tu ne viendrais pas dans le salon où je suis? Parce qu'elle est arrivée ici en France, elle travaille dans un salon de coiffure. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas dans le salon où je suis apprendre pour pouvoir te battre aussi? Je dis également merci, une gratitude à cette grande dame, Evelyne. Elle m'a tenu la main. Je suis allée chez elle aussi. C'était pas facile, elle avait ses problèmes. Et j'ai dû partir de là. Mais j'ai travaillé avec elle, j'ai appris auprès d'elle dans le salon où elle travaillait. Mais ce qui me marquait, c'est que dans ce salon, quand je m'asseyais, je voyais des dames qui venaient. Quand on finissait de les coiffer, elles étaient bien dans leur peau, elles étaient en joie. Et je voyais la transformation que ça pouvait apporter dans leur vie, en fait. Et puis je dis, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais à côté de ça aussi, je voyais qu'elles avaient quand même un problème. Presque. Ces femmes, elles avaient des problèmes de cheveux. Les cheveux abîmés, l'alopécie et autres, les chutes de cheveux. Et puis je me posais toutes les questions, mais pourquoi? Mais j'étais là pour apprendre. J'ai appris à tresser, j'ai appris à faire des tissages et autres. Et ensuite, j'ai commencé à coiffer moi-même dans le même salon. J'ai commencé à travailler aussi. Parce qu'il fallait quand même si tu apprends, il faut pratiquer encore et encore. Je me suis mise à pratiquer et ça a commencé à donner, comme on dit souvent. J'ai vu comment ça évoluait, mais les premières, c'était pas évident. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois, mais là, je me suis dit, mais non, Merline, tu n'as pas intérêt à lâcher. Tu dois continuer d'apprendre. Et je pars de ce salon, je vais également dans d'autres salons, je continue à apprendre, je continue à travailler. Et je décide également de me former parce que, ayant une très grande vision, pour moi, c'était vraiment de grandir, d'aller très loin. À l'époque, j'avais cette grande dame-là, même si aujourd'hui, elle a eu des problèmes, Absat aussi. Ethnicia. Je sais que beaucoup connaissent un peu son histoire. Elle a lancé un concept vraiment qui était super. Elle a ouvert des salons afro-ethniques. Il y avait à Châtelet et autres, à La Défense. Je crois à La Défense aussi, il y avait Châtelet, oui, c'est ça. Et je connaissais beaucoup plus celui de Châtelet. Son concept était vraiment super. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup inspirée. Parce que comme j'aime toujours à dire, faut pas être dans la concurrence, faut être en concurrence avec soi-même, mais il faut s'inspirer des autres. Il faut s'inspirer des autres. Donc je me suis inspirée d'elle. Elle avait un concept vraiment super. Elle recevait la communauté. Les personnes venaient se faire chouchouter. Et ça me donnait des idées. Je me disais, bah, pourquoi pas créer quelque chose comme celui-là. Mais j'étais encore en train de me chercher, j'étais encore en train de trouver des solutions. Et quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré mon compagnon avec qui on est jusqu'aujourd'hui. Voilà, on a bataillé ensemble et tout. Et lui aussi, ce concept-là, ça le parlait. Il a dit, oui, c'est un beau concept, on peut s'inspirer de ça. Voilà, étant donné que tu es dans le domaine, il faut qu'on essaye de voir comment on peut faire pour mettre quelque chose sur pied de cette façon.
Mais il fallait quand même avoir un certain niveau pour pouvoir le faire. Mais j'ai continué à apprendre parce que malgré tout ce qu'on veut faire, il faut avoir de l'expertise, il faut avoir des compétences. Mais dès qu'on commence, on n'a pas tout ça. C'est tous les jours qu'on travaille cela. Donc, je décide donc de quitter d'employé à pouvoir créer Cindy Fashion avec mon compagnon. Donc, en 2011, on a donc décidé de créer Cindy Fashion Paris. Cindy Fashion Paris, c'était une très belle histoire et une très belle histoire qui devait durer parce que les débuts étaient très très difficiles. Parce que vous voyez une jeune dame qui arrive en France, qui est en train de batailler, qui est en train de se battre, qui n'avait jamais coiffé, qui n'avait jamais plongé dans l'entrepreneuriat d'une façon formelle. Parce que même si au Cameroun, je faisais de l'entrepreneuriat, c'était comme ça en fait. Même si je voyais ma mère faire de l'entrepreneuriat, c'était pas assez structuré et tout. Mais quand tu arrives dans un pays comme celui-ci et que tu dois te mettre dans l'entrepreneuriat, il faut avoir certaines compétences. Même si on se dit souvent, commence avec ce que tu as. Mais sur le chemin, il faut pouvoir mettre en place chaque chose, construire quelque chose de solide. Et pour construire quelque chose de solide, il fallait avoir une certaine connaissance. Donc, on lance l'entreprise comme ça. 3 mois après, Merlin est tombée enceinte. Déjà, quand on lance l'entreprise, il fallait trouver le personnel avec qui travailler. Bon, la valeur ajoutée que nous avions, c'était que j'étais du domaine. J'avais déjà des compétences. Et monsieur aussi, il s'est mis aussi à coiffer. Parce qu'il fallait bien qu'on y arrive. Parce que quand vous vous lancez comme ça, vous avez un local à payer. Vous avez des charges fixes. Et les charges fixes ne comprennent pas que le business n'a pas fonctionné. Il faut payer. Mais ce n'est pas ça qui devait nous freiner en fait. Parce qu'on était lancés. Donc, dès que je tombe enceinte, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que Dieu fait est bon. S'il nous met devant une situation, ça veut dire que on va pouvoir s'en sortir. Mais moi, je suis très teigneuse. Je suis celle-là qui, peu importe les difficultés, je me dis non, je vais y arriver. Je ne peux pas lâcher. Mais Merlin, souviens-toi d'où tu viens. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est ton why? Tu as des enfants là-bas, là. Il faut que tu trouves des solutions pour eux. Il faut. Donc, de tout ça, c'était dur, mais on n'abandonnait pas. Il fallait que mes enfants me rejoignent. Et malgré la grossesse aussi, il fallait que je donne tout. Ouais, il fallait que je donne tout. J'ai tenu bon. Et heureusement, le bébé, il a été gentil. Parce que je suis restée pendant 8 mois à travailler avec la grossesse. Pendant 8 mois. J'ai travaillé pendant 8 mois. J'étais là avec mon gros bide là. Voilà, les clients venaient me dire, Merlin, tu veux pas te reposer? Mais quand je pensais à mes charges là, je dis, ben non, je peux pas me reposer. Et malgré tout, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon aussi parce que j'ai vu tout l'investissement que j'avais fait. Parce que malgré ces difficultés-là, en 2010, mon premier fils, il est arrivé. Donc, je ne devais pas faire, voilà, il n'y avait pas d'erreur à faire. Ouais. Donc, j'ai tout donné, vraiment tout donné.
il est arrivé. Après, son petit frère est arrivé. Donc, même si en lançant le business du salon, il y avait des difficultés, quand je regardais en arrière, je me disais quand même, j'ai fait tout ce chemin en fait. Et c'est pas cette petite situation qui va m'arrêter, non. Merline, non, tu peux pas t'arrêter. Regarde un peu d'où tu viens. Regarde où tu étais à Bafoussam, à Yaoundé. Regarde où tu es aujourd'hui. Et tu dois seulement continuer à avancer. Donc je reste là 8 mois, j'arrête. On avait quand même trouvé quelques personnels qui travaillaient. Et heureusement, mon compagnon était là. Il suivait aussi. Donc du coup, j'accouche. J'accouche par césarienne. Waouh. La douleur de sang, ça pique, hein. Mais en fait, quand tu accouches et quand tu penses, surtout que quand on te fait des rapports de la journée, du mois, tu te dis, mais là, comment on fait en fait? En fait, tu es là avec ta douleur, tu es à l'hôpital, mais tu es seulement en train de penser que, hey, le business, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? J'avais une douleur, j'avais une cicatrice. Mais un mois après, je suis retournée travailler avec ma douleur. Parce qu'en ce moment-là, en fait, tu te dis, si tu continues de rester, comment est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit à l'erreur. T'as pas, en fait, chaque action que tu mènes à sa place. Chaque action que tu mènes à sa place. Et là, je reprends le travail, en fait. Je retourne au salon. Je retourne au salon parce que je me dis, ce que je voudrais voir, il faut que moi-même je le prenne. La valeur que je voudrais que les autres apportent dans mon business, je dois moi-même le prôner. Donc, je ne vais pas être celle-là qui s'assoit seulement, qui dit faites. Moi, je fais d'abord. Je fais aussi. Donc, il fallait que je revienne. Parce que même quand tu as le personnel, et quand ce personnel voit ton dévouement, voit les valeurs que tu transmets, voit ta façon de faire, elles-mêmes comprennent que là, il n'y a pas d'erreur à faire, quoi. Chacun doit bosser. Parce que je n'étais pas celle-là qui venait m'asseoir sur un tabouret, à me tourner chez la chef et tout. Bosseuse, jusqu'au bout. Donc, on était encore à l'époque dans notre premier local, c'était à Bonne Nouvelle. C'est là où nous avons commencé avec Cindy Fashion Paris. Et nous étions en location-gérance. Et le loyer était vraiment très cher. Parce que quand je dis souvent dans mes vidéos, pour commencer, si vous n'avez pas la possibilité de prendre un local, prenez une location-gérance. Ça peut vous aider. Une location-gérance, c'est-à-dire c'est un salon où il y a déjà vraiment tout, la logistique et tout. Vous venez juste vous installer et vous commencez à travailler. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Vous avez vos statuts, vous avez votre cabis. La seule différence, c'est que le bail n'est pas à votre nom. Et ça, c'est reconnu. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Pour les personnes parfois qui s'interrogent, comment est-ce qu'on peut faire, comment Merline a débuté. Donc, nous avons débuté par la location-gérance. Et un an après, on a décidé vraiment de level up. Parce qu'on dit, l'essence, la vie, c'est l'essence de la progression. Il faut progresser dans la vie. Après, on décide donc de passer à une autre étape et prendre un bail à notre nom. Et vraiment créer comment je vais dire, ce salon qu'on a toujours rêvé, cette inspiration qu'on a eue également du Absat aussi dont je vous parlais, via son concept, parce que il faut toujours apprendre des autres en fait. Je me suis inspirée d'elle comme aujourd'hui d'autres personnes s'inspirent de moi, de ce que je fais. Donc je continue d'insister sur ce point. Je n'étais pas en concurrence, mais je me suis plutôt inspirée. Je ne voulais pas forcément être comme un tel, mais je m'inspirais de ce qu'elle faisait pour le faire à ma façon
et à la façon dont je voulais voir les choses évoluer. Donc, on décide donc de reprendre un autre local, voilà, où on est aujourd'hui à Goncourt. Il fallait acheter le fonds de commerce. Voilà, là, tu te dis, bah, ben, il faut que j'aille voir les banques et tout. Recrap, quoi. Il faut trouver des solutions. Donc, on a pu acquérir ce fonds de commerce. On a eu le bail à notre nom. Et c'était en quoi? C'était en 2012, hein. C'était en 2012, puisqu'on est arrivé fin 2012. On est arrivé à Bonne Nouvelle en septembre 2011 et en octobre 2011. Et en octobre 2012 aussi, ou novembre par là, on est arrivé à Goncourt. Donc on a pris le local, on a retravaillé, on a fait un très beau design selon ce qu'on voulait voir, selon la transformation qu'on voulait apporter pardon, à notre business, quoi. Excusez-moi. C'est que parfois quand on raconte, quand on parle de soi, quand on parle de tout ce qu'on a vécu, il y a pas mal d'émotions qui remontent. Et quand on pense à tout ça, quand on revoit le chemin qu'on a fait, on ne peut... ça, ça fait remonter un peu quelques petites choses comme ça. Donc, comme j'étais en train de dire, on arrive à Goncourt, on lance notre projet. Le salon, il est là, il est magnifique, il est beau. C'est un peu ce qu'on voyait en fait. Et on retravaille ça différemment, on améliore les choses. Parce qu'il faut se dire que quand on débute, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est dans les difficultés en fait qu'on apprend. Dans le process, on apprend beaucoup de choses. On tombe, on se relève. Et c'est dans toutes ces difficultés qu'on acquiert une certaine expérience. Parce que comme j'aime toujours à dire, chaque situation difficile n'est pas contre nous. Les situations difficiles sont pour nous et non contre nous. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Et il y avait aussi un détail qui était de travailler avec son compagnon. My God, mesdames, je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà eu cette expérience ou qui aimeraient se lancer. C'était une expérience hors norme. À une époque, j'ai même failli dire à mon compagnon, non, on arrête, je ne veux plus, pardon. Séparons-nous parce que c'était très, très difficile. C'est un aspect que beaucoup de femmes ne supportent pas. Beaucoup de personnes n'osent pas. Et je dirais que c'est... pour que ça marche, il y a pas mal de choses à faire. Dans mon cas, c'était très, très difficile les débuts. Parce que vous vous rendez compte, vous passez la journée avec quelqu'un, vous allez dormir avec la personne. En fait, vous faites tout, vous vous voyez H24. Et ce n'était pas évident. Mais malgré toutes ces difficultés, j'ai remonté la pente. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris du recul. S'il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, le développement personnel. Quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient forcément de moi, qui venaient de moi. Parce que la vie en couple qui entre en jeu, on ne naît pas en étant déjà informé de tout ça. On apprend à l'être. On apprend à l'être. Et quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous travaillez en plus avec la personne, c'est un autre monde. Mais quand vous avez compris l'avantage qu'il peut avoir dans le fait de travailler en couple,
Et quand vous avez également compris que vous pouvez travailler sur votre personne, c'est juste gagnant. Moi, c'était un parcours de combattant. Je ne veux pas vous dire que c'était facile. Ah non, 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 du tout, du tout, du tout. Parce que à un moment donné, on se prend la tête pour un oui ou pour un non. On rentre à la maison pour un oui ou pour un non. Les situations qu'on a vécues au travail, on ramène à la maison. Les situations qu'on a vécues à la maison, on ramène au travail. My God. À un moment donné, tu as envie de tout arrêter. Et ça, c'est un aspect vraiment à beaucoup prendre en considération. C'est un aspect qu'il ne faut pas du tout négliger. Parce que même si vous n'êtes pas et que vous ne travaillez pas en couple, la vie de couple compte aussi beaucoup pour celles qui sont en couple dans votre travail. Vous devez travailler sur votre personne. Le développement personnel est la base. Moi, j'avais compris qu'il fallait que je puisse faire certains compromis. Parce que vous savez, depuis votre temps d'enfance, vous avez été celle-là qui a toujours fait des choses, qui vous a toujours battue. Et à un moment donné, en fait, vous développez cette énergie masculine. Vous êtes forte, vous êtes courageuse, vous êtes déterminée. Et quand vous êtes avec votre partenaire, tout ça prend parfois le dessus. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne canalisez pas tout ceci, vous pouvez tout foutre en l'air. Et pourtant, ça aurait matché. Mais sauf que parfois, on voit que le bout de notre nez. On ne veut pas comprendre certaines choses. Mais moi, j'ai pris du temps de comprendre cela. J'ai beaucoup travaillé sur ma personne. J'ai compris que parfois, je posais des actions qui allaient à l'encontre, voilà, qui pouvaient frustrer mon partenaire parce que j'étais toujours là à dire toi. Je le pointais toujours du doigt. Et pourtant, il se sentait attaqué. Vous voyez, parce que quand tu parles à ton partenaire, quand tu lui dis toi tu as fait que, au lieu de dire je me sens que, là il ne se sent pas attaqué. Et moi, durant des années, c'est ce que j'ai eu à faire. Et c'était pas vraiment la bonne façon, la bonne méthode. Et ça a risqué vraiment de beaucoup nous éloigner. Et parce que ce qu'on construit aujourd'hui, si vous voyez Cindy Fashion Paris continuer d'évoluer, c'est aussi cette force-là en fait. C'est aussi cette force, le fait qu'on était ensemble, même si parfois on tombait, on se relevait, mais malgré tout, on n'abandonnait pas parce que lui aussi, un très grand bosseur qui ne lâche aussi rien. Donc, on a toujours continué ainsi. Mais je voulais vraiment relever cet aspect-là, vraiment pour que vous puissiez comprendre que malgré tout, il y a ce côté-là aussi qui peut foirer votre business. Moi, j'ai tenu bon, j'ai beaucoup appris sur moi-même, parce que parfois, même on ne se connaît pas. Parfois, on rate des choses parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de faire, être aligné avec soi-même. Et quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Cindy Fashion Paris a beaucoup évolué. Et on continue d'aller de l'avant. Cindy Fashion Paris m'a beaucoup appris. Cindy Fashion Paris m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Autour, j'ai pu construire pas mal de choses. Autour de Cindy Fashion Paris, je transmets également ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu acquérir à d'autres personnes. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'Académie de la coiffure afro, beaucoup de personnes m'ont demandé, Merline, est-ce que tu ne voudrais pas faire une franchise et tout? Cindy Fashion Paris, il faut qu'il y ait plusieurs Cindy Fashion Paris. Et moi, j'ai dit non. J'ai pas envie de faire de franchise. J'ai pas envie de créer d'autres Cindy Fashion Paris. Mais si
j'ai lancé l'Académie de la coiffure afro. Ma mission première, en fait, était de construire une multinationale et regrouper autour euh, d'autres passionnés de la coiffure afin qu'elles puissent lancer leur business, qu'on puisse impacter dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coiffure, la coiffure, on va juste entendre Franck Provost, L'Oréal, les business du cheveu afro, on n'entend pas beaucoup la communauté. Et l'Académie de la coiffure afro, justement, est là pour permettre à toute personne qui a envie de level up à un autre niveau, de pouvoir grandir, de pouvoir construire quelque chose d'exceptionnel et de grandir. J'ai une de mes coachées qui m'a posé la question il y a quelques jours, en étant en coaching. Elle m'a dit, Coach Merline, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est ton but? Je lui ai dit, mon but, c'est de t'aider toi. De t'aider toi, elles étaient plusieurs. J'ai cité les noms, à construire ton business et de briller et d'impacter. Elle dit, mais non, je parle de toi-même. J'ai dit, mais si tu arrives à faire ça, moi, ça me fait plaisir. Donc pour moi, en fait, c'est pas que je viens là te citer, j'ai envie d'avoir 10 maisons. Non, c'est pas ça. C'est de te voir, toi, qui est en train d'apprendre aujourd'hui, qui est en train de construire ton business aujourd'hui, que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que tu arrives à un autre niveau, que tu me dépasses même, que tu aies même plus que ce que j'ai aujourd'hui. C'est ça mon but, c'est ça ma mission, c'est ça ma vision. Elle a dit waouh. Et moi, de ce que j'ai pas pris, c'est ça le leader. Moi aujourd'hui, j'ai envie de permettre à ces femmes-là, à ces personnes-là qui rêvent grand, qui ont envie de vraiment d'atteindre un autre niveau avec leur business, d'y arriver. Et à leur tour, elles vont également transmettre. En fait, c'est toute une chaîne. Peut-être on va dire c'est l'église de Merlin. Qui sait? Non, mais, bref, c'est vraiment c'est une façon de dire construire quelque chose de grand. Pour moi, c'est permettre à d'autres personnes autour de moi de grandir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un talent et ont vraiment du mal à passer à l'action. Beaucoup de personnes ont un talent et sont dans cette peur de pouvoir lancer quelque chose de concret. Mais moi, j'aime à dire, ne laissez pas la peur voler vos rêves. Tout le monde a peur. Mais moi qui vous parle, j'ai souvent peur. Mais la peur ne m'arrête pas, la peur ne me retient pas, la peur ne me définit pas. C'est à partir de vos pensées en fait. Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Donc aujourd'hui, si tu as envie de construire quelque chose de concret, il faut le faire. Moi, j'ai commencé très petit. Mes débuts ont été difficiles. Je suis tombée, je me suis relevée. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent à la bouche. Je vous ai dit, ma mère faisait le chant, ma mère faisait la restauration. Je n'ai pas fait de grandes études. Je portais le repas sur ma tête. J'allais accompagner ma mère au marché, dans son restaurant. Et par la suite, j'ai commencé à vendre des produits sur un petit comptoir. C'était pas facile. Par la suite, j'ai pris le chemin pour l'Europe, dans un monde inconnu. Les personnes qui me recevaient, même je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vues. Mais tu te retrouves dans un pays comme ça que tu connais personne. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que c'est dans l'inconnu parfois qu'on découvre de grandes choses.
Parfois, vous êtes devant vous comme ça, vous êtes là comme ça, vous vous dites, j'ai pas envie de passer à l'autre étape. Mais le mur qui est en face de vous, si vous n'escaladez pas, vous n'allez jamais savoir ce qui est de l'autre côté. J'ai escaladé tant de murs. J'ai escaladé tant de murs. Et même ce que vous voyez aujourd'hui, ça brille, c'est beau. Mais c'est le travail. Parce que le travail, parfois, ça se fait en silence. Ça ne se fait pas quand il y a des caméras sur nous ou quand on branche. Vous savez, on branche les caméras, après on les éteint. Mais si tu éteins la caméra et qu'après tu ne fais rien, tu n'auras rien. Ce qui est là aujourd'hui, c'est parce que malgré les difficultés, je n'ai jamais lâché. J'ai continué, je n'ai pas abandonné. Surtout quand ma fille est venue au monde. Cindy, je ne vous ai pas parlé de Cindy. Pourquoi Cindy Fashion? Cindy, c'est ma princesse et c'est la seule fille parmi mes 4 enfants. Et à cette époque-là, quand je la voyais, les yeux brillaient, son papa et moi, on a dit, bon, ben, on va mettre le salon Cindy Fashion. Comme Cindy. Aujourd'hui, parfois, ses frères me chambrent. Oui, pourquoi tu as mis le nom de Cindy? J'ai dit, oh. Mais bon, en fait, c'est pour vous dire, dans tout ce que vous faites, vous devez le faire avec le cœur. Parce que tout ce qui est là aujourd'hui, ça a été construit de façon sincère. Nul n'est parfait, hein? Nul n'est parfait. Mais il faut parfois savoir faire les choses et comment faire les choses et apprendre de ses erreurs. Quand je vois Cindy aujourd'hui, j'ai dit waouh, à travers ton nom, à travers l'énergie qui a eu à être dégagée de toi, de tous tes frères, de toutes les personnes qui nous entouraient, on a fait de belles choses. C'est pour cette raison, on dit toujours, savoir s'entourer. Parce que beaucoup de personnes échouent aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas bien entourées. Beaucoup de personnes échouent aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas investir. Parce qu'elles ne veulent pas s'investir. On dit souvent, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Il faut savoir qui t'entoure. Il faut savoir ce que tu écoutes, les personnes que tu suives. Il faut savoir avec quoi tu nourris ton cerveau. Qu'est-ce que tu écoutes? Il faut savoir ce que tu penses, parce qu'on devient ce qu'on pense. Ce que je pensais à l'époque m'a aidé. Ce que j'ai toujours pensé m'a toujours aidé. Moi, je vais dire quelque chose, vous allez rigoler, vous allez dire, mais Merline, moi, à l'époque, quand je rêvais, j'ai même plusieurs fois rêvé, j'étais avec Etofis. Ouais, j'ai rêvé, je rêvais parfois, j'étais à des endroits, j'étais dans mes pensées, j'aimais toujours penser aux grands trucs en fait. J'aimais pas me limiter. Et dites-vous qu'il y a quelque temps, on s'est retrouvés dans un vol ensemble. Et c'est ça le penser, rêver, voir grand. Parce que il y a des personnes aussi, quand vous voyez qu'ils sont partis de rien, quand vous voyez d'où ils ont commencé, et quand vous voyez ce qu'ils sont devenus, peu importe ce qui tourne autour, ce qui se dit autour, bah, ça ne me concerne en rien. Mais moi, je vois d'où est partie la personne. Et où est-ce que la personne est. Qu'est-ce que la personne a rêvé. Et moi, je me dis, dans mes pensées, qu'est-ce que j'ai eu à penser? J'ai eu à penser grand. Les difficultés étaient là, mais pour moi, c'était évoluer, c'était grandir, c'était briller. Et aujourd'hui, faire briller aussi les autres. Parce que c'est ça. Un bon leader doit faire briller les autres. Et ça ne se dit pas, c'est dans les actions. Ce qui compte trop, ce n'est pas moi. C'est ce que je transmets aux autres.
c'est l'impact que j'ai dans la vie des autres, en fait. Quand aujourd'hui, mes coachés s'asseyent et me disent « Waouh, coach Merlin, là, en fait, je ne suis plus la même. Je vois les choses autrement. Je vois mon business différemment. » Ça me fait plaisir. Je me dis « Waouh, l'impact est là. » Et c'est ça qu'il faut faire. Transformer la vie des gens parce que nous sommes une solution pour l'humanité. Demain, quand je ne serai plus là, on est amené à mourir. Nul n'est éternel, en fait. J'aurais laissé quelque chose sur terre. J'aurais transmis quelque chose. J'aurais servi à quelque chose, en fait. Parce que nous devons être là pour servir à quelque chose. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas être dans la peur. Vous ne devez pas être à vouloir tout arrêter, tout abandonner. Vos difficultés sont un carburant. Et vous devez prendre ces difficultés-là pour vous servir de carburant pour arriver où est-ce que vous avez envie d'arriver. Mais ne soyez pas dans la paresse. Parce que si vous êtes paresseuse, c'est pas la peine. Tous ces multimilliardaires, ils sont arrivés où ils sont arrivés parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils n'ont pas lâché. Les ampoules qu'on a aujourd'hui, tout le monde est clair, on est content et tout. Vous connaissez tous l'histoire de Thomas Edison, les ampoules. Le mec, il a tout donné, il a cravaché, ça ne donnait pas. Il a dit, là, je lâche rien. 1000 ampoules, niet. Le mec n'a pas lâché. Et toi, à peine fait 2 petits trucs, tu veux lâcher. Mais s'il avait lâché, aujourd'hui, tu t'éclaires avec quoi, en fait? Tu allumes quoi? En fait, ça, c'est des exemples comme ça. Vous avez l'exemple de qui? La série Harry Potter. Vous voyez, cette jeune dame qui avait ramené tout ce qu'elle avait préparé comme série. Elle avait ramené sa série. On l'a malmenée, non, c'est pas la peine. Ça va rien donner. Jusqu'au jour où une femme célibataire s'est battue toute seule et tout. Jusqu'au jour où quelqu'un a vu du potentiel dans ce qu'elle avait. Aujourd'hui, qui ne connaît pas la série Harry Potter? En fait, c'est pour vous dire, la détermination est la clé. C'est bien beau d'être motivé, mais l'autodiscipline doit être votre petit déjeuner. Vous devez dormir avec, vous devez vous réveiller avec. Parce que l'autodiscipline, même fatigué, même épuisé, vous devez faire ce qu'il y a à faire. Parce que personne ne viendra le faire à votre place. Moi, si j'avais toujours attendu que ce soit les autres, c'est que je ne suis pas où je suis aujourd'hui. Moi, quand j'ai une idée, je passe à l'action. Et parfois, j'ai les dames là. Non, je vais d'abord demander à mon mari. Vous savez, parfois, même nos hommes, parfois, vous avez envie de faire certaines choses. Faites-le. Aujourd'hui, j'ai des projets que aujourd'hui mon homme, il m'encourage, il soutient. Mais au départ, ce n'était pas le cas, mesdames. Au départ, il était très réticent. Mais non, mais je l'ai fait. Mais aujourd'hui, ça porte ses fruits. Non, mais je fais ce rappel parce que parfois, il y a toujours ces femmes. Je vais d'abord demander à mon mari s'il est d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller manquer de respect à votre mari ou faire des choses. C'est vraiment, chaque personne sait comment il fait ses choses. Il voit ses projets. Ce que tu vois, ce n'est pas la même chose que ton mari voit en fait. Ce que tu vois, ce n'est pas la même chose que je vois. On a tous nos visions. On est les seuls à voir ce qu'on voit. Donc parfois, quand vous voulez lancer vos projets, ne soyez pas toujours... non, mais je dis ça parce que j'ai souvent ces retours-là.
Je ne sais pas si mon mari sera d'accord. Je vais d'abord lui poser un peu la question. Est-ce que le projet là est assez fort pour toi en fait? Est-ce que c'est assez solide pour toi? Est-ce que c'est un projet que même quand tu dors, tu as hâte que le jour se lève pour que tu puisses implémenter autant pour moi les actions qui vont te permettre d'atteindre notre niveau? Est-ce que c'est ton cas? Parfois à 4 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Tellement j'ai hâte qu'il fasse jour pour que je travaille, pour que je pose des actions, pour que je vérifie si mes coachs ont fait le travail, pour que je vérifie si tout est à sa place, pour que je vérifie si au niveau de Cindy Fashion Paris, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui... Voilà. Donc si tu as un projet et que ça ne te brûle pas autant, il faut encore te poser des questions. Ou tu es juste là parce que tu veux juste faire un projet juste pour arrondir tes fins de mois. Tu ne veux pas construire une carrière autour. Si c'est ton cas, bah, continue comme tu continues. Mais ne te plains pas. Le problème, ce n'est pas le sorcier du village, en fait. Le problème, c'est toi. Chaque chose que tu vis que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est ta faute. Chaque situation que tu vis, c'est ta faute. Ne mets pas la faute sur les autres. Moi, toute situation qui est dans ma vie, c'est ma faute. Et c'est de ma responsabilité de trouver des solutions. Ce n'est pas la faute des autres. Si un projet échoue, c'est ma faute. Parce que j'ai une part de responsabilité. Mais si tu ne veux rien faire et passes ton temps à accuser les autres, c'est normal que tu n'y arrives pas. C'est normal que tu finisses pauvre. Mais oui, mais si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois faire des choses en fait. Tu dois implémenter des actions. Tu dois construire un avenir meilleur pour toi, pour tes enfants. C'est pas toujours ton mari, c'est pas ta famille, c'est toi d'abord. Mais tu as des choses à faire, mais tu ne les fais pas. Tu as ce business que tu veux lancer depuis longtemps. Tu ne le fais pas. Oh, c'est la faute de tel. On m'a expliqué que les déclarations, ça coûte trop cher. On m'a dit que je ne pouvais pas m'en sortir. Mais qui t'a dit ça en fait? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu t'es renseigné au bon endroit? Est-ce que tu as un mentor dans ta vie? Est-ce que tu as une personne qui t'accompagne, qui te tient la main? Parce que pour évoluer aujourd'hui, dites-vous qu'il faut passer par là en fait. Il faut passer par là. On a des personnes qui ont tout en elles, mais qui ont juste besoin d'une personne qui vient juste leur poser une, deux questions. Pouf, tout va ressortir, tout va jaillir. Mais est-ce que toi, tu as ce courage-là aujourd'hui d'aller trouver une personne qui peut t'aider? Est-ce que toi, tu as ce courage-là aujourd'hui d'accepter? Parce qu'il y a ça aussi en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas coachables. Il y a des personnes comme ça. Mais est-ce que tu as ce courage-là d'accepter ça dans ta vie? Donc voilà un peu. J'espère que ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui va pouvoir vous aider. Parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. De transformer vos vies, de vous tenir la main. Et qu'à travers de cette vidéo que vous dites, si elle a fait, pourquoi pas moi? Elle n'a pas commencé avec grande chose. Elle était elle. Elle a commencé petit à petit, Merlin Junzo. Elle a fait étape par étape, step by step. Elle est tombée, elle s'est relevée. Parce que le plus dur, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Elle n'a pas lâché. Elle n'est pas restée par terre. Elle a continué. Donc toi aussi, tu peux le faire. Si je l'ai fait, pourquoi pas toi? Prenez soin de vous.